Bon alors c'est parti. J'étais évidemment au travail à 13h, j'ai pas entendu l'interview. Je vais donc regarder l'intervention d'Emmanuel Macron et l'objectif, évidemment, comme d'habitude, c'est de décrypter la rhétorique. C'est-à-dire qu'on va pas s'intéresser au fond, à ce qu'il racontait, etc. Parce que déjà, je suis pas légitime pour le faire et puis c'est pas mon domaine de prédilection. Et je pense que ça peut être intéressant parce que déjà, il a choisi de parler sous la forme d'une interview et non pas d'une allocution ou d'un discours. Et puis, il a choisi évidemment de parler à 13h. Donc de parler en fait à un certain électorat, à un certain public, et pas à tout le monde. Donc ça peut être intéressant de voir quelle stratégie il a décidé de mettre en place dans cette période de crise. Donc on va découvrir ça ensemble. Je sais, alors j'ai rien prévu, j'ai pas regardé, j'ai entendu juste une phrase qui m'a fait tiquer. Donc on en parlera quand on tombera dessus. Mais c'est tout. Sinon j'ai rien entendu du tout. Donc c'est parti. Première question donc, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu au 1er septembre? Bonjour et bienvenue, je suis heureux de pouvoir en effet répondre à vos questions. Écoutez, ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertation. Il a été ensuite porté par le gouvernement qui l'a modifié après ces concertations au Parlement. Il a donné lieu à 175 heures de débat. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire, qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat, et en effet qui a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article 1049.3 et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et donc il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, et c'est à l'issue de sa décision que j'aurai à promulguer un texte, et donc qui permettra de faire évoluer les choses pour nos... Tenez-vous à... Ok, alors déjà là c'est intéressant parce que sur le plan de la rhétorique, il s'est mis complètement en retrait de cette histoire, hein, c'est-à-dire il s'est placé complètement au-dessus. La seule fois qu'il a utilisé le pronom je, c'était au tout début en disant je suis heureux de vous recevoir, voilà. Sinon le reste, le sujet des verbes, ça a toujours été ce texte. Ce texte a fait ceci, il a été, il a donné lieu, etc. Donc on avait vraiment l'anaphore de ce texte et de il, et puis il a cité par le gouvernement, par le Sénat, par l'Assemblée, par le Conseil constitutionnel. Donc lui il s'est complètement mis en fait en retrait de ça, et la seule fois, enfin la deuxième fois où il a utilisé le pronom je, c'est quand il a dit à l'issue de ce chemin démocratique, j'aurai à promulguer. Et donc le j'aurai à promulguer, en plus, c'est pas je prendrai la décision de le faire, c'est en fait c'est toujours cette métaphore du chemin qui continue d'utiliser, hein, qui est que c'est ce qu'il va falloir faire à l'issue, mais en fait c'est prévu comme ça. Donc il y a une volonté déjà de se mettre en retrait de tout ça et d'être au-dessus finalement du débat, et voilà. Pour près de 2 millions de nos compatriotes, 1 800 000 exactement, ils puissent avoir leur pension qui commence à être augmentée. Environ 600 € par an en moyenne pour ces 1,8 million. Pour que, en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il faut attendre la décision du Conseil. Vous avez vu l'anaphore de pour que, hein, pour qu'il y ait ceci, pour qu'il y ait cela. Donc en fait, il a multiplié ce qu'on appelle les subordonnés circonstanciels de but, hein, c'est-à-dire qu'il projette, il met en avant en premier dans la phrase les objectifs visés. Donc il a parlé d'augmentation, il a parlé de ci, de ça. Les sujets de ces subordonnés-là, c'est nos compatriotes, avec le pronom inclusif. On verra si on y revient. Et puis le pronom on, qui est le fameux pronom personnel indéfini. Moi j'aime beaucoup ce pronom parce que aujourd'hui on l'utilise comme un synonyme du pronom nous, mais en réalité c'est pas ça, hein. On, ça vient de homo en latin, et puis comme tous les mots latins, il a perdu le son vocalique final, donc c'est devenu homme. Et puis comme on n'aspirait plus le H, c'est devenu homme, et c'est remonté dans le nez, hein, c'est ce qu'on appelle une voyelle nasalisée. Donc le on en fait c'est on sait pas trop qui. Donc pronom personnel indéfini, qui est un peu l'équivalent d'une tournure impersonnelle quelque part. Donc c'est intéressant de voir que, encore une fois, il se met en retrait et il met surtout en avant au début de sa phrase, avec cet anaphore de pour que, les objectifs qui sont visés. Des choses hier précises à des parlementaires qui ont subi des agressions inacceptables depuis ces derniers jours. Et je vous le dis ici avec beaucoup de solennité, nous sommes une grande nation et un vieux peuple. Alors là, c'est super intéressant, il y a plein de choses à dire. La première, c'est que c'est la première fois depuis le début qu'il y a autant de marques de la première personne, hein. Il y a aussi bien le je, hein, je voudrais, je vous le dis. Il y a aussi le merci de me permettre de m'exprimer. Donc là, par contre, il est omniprésent sur ce sujet-là. Donc il va très probablement jouer sur, je sais pas, son ethos ou le pathos encore, je sais pas encore. C'est les 3 grands piliers de la rhétorique, hein. C'est l'ethos, hein, c'est-à-dire la crédibilité, j'ai la stature, j'ai l'autorité pour
réagir ou agir sur ça. Le logos, c'est l'argumentation, la qualité du discours, les arguments avancés, et puis le pathos, ça va être plutôt le côté jouer sur les émotions. Nous sommes une grande nation et un vieux peuple, c'est intéressant, c'est un rythme binaire. Le rythme binaire avec le parallélisme de construction, une grande nation, un vieux peuple, on a à chaque fois déterminant, adjectif, nom commun. C'est-à-dire que là, cette fois, il veut vraiment nous inclure dans la réflexion. Il y a des légitimités qui existent. Les syndicats ont une légitimité. Quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte. Ils défendent leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est protégé par la Constitution, le droit de manifester, de pétition. Il y a une légitimité. Et d'ailleurs, le gouvernement, comme le Parlement, a essayé de tenir compte de ces manifestations et d'intégrer une partie de ces colères. On y reviendra. À côté de ça, à côté de ça, je vous le dis, dans le moment que vivent nos démocraties, quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règle absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Or, la démocratie, Monsieur le Président, c'est un ordre... Il y a encore une fois cette volonté de se mettre en retrait, hein. Il y a des légitimités qui existent. J'ai noté cette phrase, elle est très drôle parce qu'il y a la tournure impersonnelle, et puis les légitimités qui existent, il y a presque une personnification des légitimités, donc là il y a zéro responsabilité. Et il l'a dit 2 fois, il a aussi dit c'est protégé par la Constitution, je crois, donc c'est protégé, pareil, volonté de se mettre en retrait. Par contre, à chaque fois qu'il utilise le pronom inclusif nous, je crois qu'il a dit nos démocraties, donc il a utilisé le déterminant possessif, je vais y arriver. Là, il bascule dans le pathos, notamment avec les hyperboles, l'extrême violence sans règle, donc là avec un vocabulaire qui est beaucoup plus du côté de l'émotion. Donc quand il est du côté c'est la loi, c'est la règle, c'est comme ça, moi j'y suis pour rien, c'est vraiment l'idée de dire moi j'y suis pour rien, parce qu'il y a une volonté de pas responsabiliser personne en fait, hein. Il y a des légitimités, le texte fait son chemin, etc. Et puis dès que par contre il commence à dire je ou à dire nous, là il bascule du côté non pas de l'éthos ou du logos en prenant des arguments d'autorité, mais il est plutôt du côté du pathos, et c'est là qu'on va trouver justement les figures rhétoriques les plus connues, on va dire, hein, les hyperboles, les métaphores, les questions rhétoriques, on verra s'il y en a, voilà. Propos qui clarifient. Ce sont des propos qui clarifient. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire, on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette réforme, mais on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Mais à côté de ça, il y a des millions de Français qui manifestent. Ok, il a fait une jolie paronomase. Alors bien sûr il prend les États-Unis, enfin il a pris 2-3 exemples comme ça, hein, sont des arguments d'autorité en fait, hein, voilà, il va chercher ailleurs en disant on ne peut pas tolérer ça, et évidemment il reprend on respecte, on écoute, et il l'a fait en rythme ternaire, je sais plus ce qu'il a dit comme 3e verbe, mais il y a la répétition, l'anaphore de on, donc encore une fois c'est une manière d'être dans l'indéfinissable, c'est pas je respecte, j'écoute, mais c'est on, encore une fois, déresponsabilisation de lui en tant que personne. Je voudrais essayer de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Vous savez, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Ah bah là voilà la question rhétorique. C'est bizarre parce qu'en plus, donc là il a changé de rythme, hein, c'est-à-dire que là d'un seul coup il a fait, alors évidemment il n'est pas du tout dans l'improvisation, mais il fait presque comme si c'était de l'improvisation, parce qu'il commence une phrase d'une certaine façon, puis il la termine d'une autre. C'est intéressant de voir qu'il s'est autant mis en retrait, et que là d'un seul coup il dit mais est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir ? Donc il y a vraiment l'idée que en fait c'est son devoir, presque il subit finalement, c'est-à-dire que là il se présente comme s'il était en train lui aussi de subir, mais il y a des règles, il y a des lois. Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ? Oui, peut-être. Mais la réalité... Mais qu'est-ce que c'est que cette théâtralisation ? Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ? Oui, peut-être. Mais c'est très étrange d'avoir changé de voix de cette façon-là. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles ? On rentre de plus en plus tard dans la vie professionnelle.
On vit, et c'est une chance de plus en plus tard. Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On finance. Il se met lui-même en scène en disant voilà, moi quand je suis rentré dans la vie active on était tant, et puis évidemment il fait une gradation ascendante avec des chiffres en 3 temps. Ça sert à rien de faire plus que 3. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Encore une fois, tournure impersonnelle, et puis beaucoup de nous et de on. Là, il s'inclut complètement, il a dit nous les actifs, hein, donc cette fois, c'est plus du tout le président qui est au-dessus et qui regarde ça de loin, c'est un kidam qui est dans la vie active et qui va travailler. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Voilà, plus on va attendre, plus il se dégradera. Rythme binaire, ok. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Ah, ben voilà, la question de la responsabilité. J'ai pris la décision, cette fois, ça vient. C'était pas tellement le cas jusqu'ici. Donc là, on a la question de sa responsabilité personnelle. Donc j'ai pris l'engagement, j'ai pris la décision par le sens de la responsabilité. Ça, pour l'instant, ça n'apparaissait pas. Et c'est l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation démographique qui est la nôtre? On aurait pu dire on baisse les pensions. La réponse est non. Nos retraités n'ont pas trop de pouvoir d'achat. On ne peut pas baisser leurs pensions. On va même relever celles des plus modestes. La deuxième solution, ça aurait été d'augmenter les cotisations des actifs. Alors c'est intéressant parce que là, dans ce rythme binaire, justement, il a proposé 2 solutions au conditionnel qui, en fait, pour lui, n'en sont pas. Et il a, bien sûr, fait des antithèses entre les retraités et les actifs. Avec d'un côté baisser, d'un autre côté augmenter. Donc augmenter les cotisations, baisser les pensions. Alors la formule magique, qui est implicitement le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s'opposent à cette réforme, c'est le déficit. Mais qu'est-ce que c'est le déficit? Ça veut dire de fait que vous choisissez de faire payer vos enfants parce qu'aujourd'hui... Là, on passe au vous, là, c'est intéressant. Alors on passe au vous, qui cette fois n'est plus du tout le nous, c'est pas on décide de faire cela, c'est vous. Évidemment, il utilise le vous quand il veut démontrer la solution qui pour lui est la pire, hein, c'est-à-dire vos enfants. Alors là, on est dans le pathos total à chaque fois qu'on mentionne les enfants, bien sûr. Vos collègues du Parisien avaient fait cette petite infographie. J'ai arrivé de la convoquer. Oui. Enfin, il utilise un argument d'autorité en disant vos collègues du Parisien, je sais plus, il a cité un journal, donc il prend un argument d'autorité et en plus il s'adresse directement en disant vos collègues, donc des gens qui font comme vous, qui ont la même autorité que vous. Ok. Avoir mal expliqué, Monsieur le Président? Non, je pense simplement qu'il y a aussi une volonté de passer à autre chose chez certains et de... Il y a une volonté, on est toujours dans la déresponsabilisation. Elle essaye justement par sa question, là, en ce moment, de pointer la question de la responsabilité. C'est sur ça que porte sa question, c'est est-ce que vous avez mal expliqué? Est-ce qu'il y a un problème de pédagogie? Est-ce que machin? Et donc là, normalement, il ne devrait pas dire, enfin on va voir, hein, peut-être qu'on peut avoir des surprises, mais ne devrait pas reconnaître un échec de communication de sa part en tout cas. Beaucoup des colères qui se sont exprimées, ça ne sont pas que les retraites. Et je veux y revenir et pouvoir en parler. On y viendra. Mais notre système aujourd'hui, nous devons le réformer. Et donc je le fais en responsabilité, par le sens de l'intérêt général. Il y a une partie des oppositions qui ont eu le sens des responsabilités. Et je vous le dis ici aussi, et il faut les respecter et les associer. La majorité au Sénat n'est pas une majorité qui soutient normalement ni le président de la République ni celle de l'Assemblée. Elle a enrichi ce texte, elle l'a modifié, mais enfin elle a adopté quelque chose qui va dans le même sens. Alors, plusieurs élus de l'opposition ont décidé de voter ce texte et de ne pas voter la motion de censure. Il faut les respecter, essayer de les associer aussi. Ils ont le sens des responsabilités. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Il faut les respecter et les associer. Les respecter et les associer, il l'a dit plusieurs fois. Il a aussi répété beaucoup de fois le mot responsabilité. Je le fais en responsabilité. Ces gens-là ont le sens des responsabilités. Plusieurs élus ont eu le sens des responsabilités. Donc responsabilité, c'est répété plusieurs fois aussi. Parce que l'idée de la responsabilité, c'est génial d'avoir autant de fois utilisé le mot responsabilité sans jamais dire « je suis responsable » aussi de la situation merdique qu'il y a en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé 2 fois le « je » en disant « je regrette » depuis le début, c'est la 2e fois qu'il le dit, mais à chaque fois qu'il regrette quelque chose, la responsabilité elle est sur les autres. C'est-à-dire qu'il regrette et après il dit que les forces syndicales n'aient pas fait ceci ou fait cela. Donc c'est pas je regrette d'avoir fait ça ou de ne pas avoir fait ça, c'est je regrette que, et en fait tout de suite il déplace la responsabilité. Quand vous choisissez de toute façon un sujet dans une phrase, hein, le sujet d'un verbe, c'est celui qui va être porteur de la responsabilité. Donc ici justement, enfin de la responsabilité de l'action. Donc là je regrette, ça commence comme
c'est moi qui suis responsable, mais en fait non, je regrette que les autres n'aient pas fait ce qu'il fallait faire. Je note que le secrétaire général de la CFDT, pour qui j'ai estime et respect, était allé devant son congrès en proposant d'augmenter les durées. Il n'a pas été suivi par son propre... Mais il avait cette volonté de faire travailler davantage. Je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Ok. C'est vrai que j'en avais pas parlé, mais ça fait plusieurs fois qu'il utilise justement cette idée d'intérêt général ou d'intérêt supérieur, hein. Il l'a dit 2 fois, il l'a dit sous ces 2 formes-là. Donc c'est encore une fois une manière de se placer au-dessus en fait de la mêlée, et notamment ça se voit avec un certain nombre de verbes qui sont utilisés. Je constate, je remarque, je note. Donc quand il utilise le jeu, effectivement, c'est pour justement se placer en position un peu de spectateur en fait, et après justement dire qu'il doit regarder l'intérêt de tous. Donc c'est vraiment celui qui est capable de prendre de la hauteur par rapport à la situation. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns. Là, il utilise le futur. Le futur, c'est le temps de la détermination, hein. Ça veut dire que ce sont des promesses, en fait, hein, quelque part, hein. On fera ceci, on retrouvera la normale, avec toujours ce « on » indéfini. On ne sait pas trop qui va le faire, du coup, mais... L'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Alors là, c'est intéressant parce qu'il a fait une vraie pause en plus pour le dire, hein. C'est à nous, à moi, donc il sépare la violence de ce qu'il appelle la colère légitime. Dans quelle situation serions-nous si en 1993, en 2003, en 2010, pour ne citer que quelques-uns des exemples des réformes précédentes, ou en 2013, mes prédécesseurs s'étaient arrêtés devant ces contestations en disant « je ne fais pas la réforme ». On serait dans une situation encore plus critique. Bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut... Donc il reprend des exemples et il s'inscrit en fait dans la continuité. Alors il a cité des dates, il en a pris 4 je crois. Enfin il en avait pris 3 au départ évidemment, et puis il en a ajouté une 4e. Donc là il fait une espèce d'énumération pour justement s'inscrire dans la lignée de ceux qui ont le courage de l'impopularité. Il faut le faire. Oui. Maintenant, dans cette colère et ces voix, qu'est-ce qui s'est exprimé? D'abord un sentiment d'injustice. Et moi que j'entends. Vous l'avez un peu évoqué en parlant des entreprises tout à l'heure. Ce sentiment d'injustice, c'est de dire au fond, c'est toujours nous qui bossons, à qui on demande des efforts. Et c'est vrai qu'on demande cette réforme, il ne faut pas se tromper, on demande à nos compatriotes des efforts. C'est nous qui allons travailler 2 ans de plus. On leur demande des efforts pour pouvoir financer la protection et la préparation de l'avenir. Bon. Et donc il faut entendre ce besoin de justice. Moi je l'entends, à au moins 2 égards. Quand on voit des entreprises qu'on a aidées et on continuera cette politique pour l'entrepreneuriat, pour l'attractivité, parce que ça permet de réindustrialiser le pays, de nous rendre plus forts. Mais il y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre. Quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, oui. Là je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent, quand il y a des profits exceptionnels d'entreprises qui sont prêtes à racheter leurs propres actions, que leurs travailleurs puissent en profiter. Donc bon là il est hyper à l'aise sur la question, juste pour dire en termes de posture et de façon de parler, le rythme s'est accéléré. Là il est pas dans le pathos, il est vraiment dans la pédagogie, il a un registre beaucoup plus didactique en fait quand il parle, et notamment ça se voit par sa gestuelle, hein. Il prend beaucoup plus de place sur la table, alors que par moments, je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais il était beaucoup plus serré, et il avait même parfois les mains sous la table, ce qui est assez étonnant de sa part. Alors là il fait des grands gestes, il s'étale sur la table, et la façon de parler, le rythme s'est accéléré aussi, donc là il maîtrise complètement son sujet. Il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du... Ça veut pas dire que le reste il maîtrise pas, mais en tout cas là il veut vraiment prendre la posture de ce qu'on appelle le didaskalos, hein, c'est-à-dire le type qui a l'autorité et qui transmet quelque chose. Donc il a le regard vraiment bien planté, il est complètement étalé sur la table, il parle beaucoup plus vite. Il y a quasiment rien à dire sur le plan rhétorique parce qu'en fait on dirait un peu une campagne. C'est-à-dire que là pour le coup, le discours qui vient de dérouler avec toute cette liste de ce qu'il faudrait faire, on entend des gens qui disent, et puis une espèce de discours direct comme ça, complètement inventé, placé au milieu de la discussion. Tout ça c'est vraiment typique de ce qu'il a fait pendant les campagnes présidentielles, de ce qu'il fait pour être élu, enfin c'est leur job en fait, hein. C'est-à-dire qu'il vend des projets, il vend des programmes, il vend des décisions. Discours en 3 temps traditionnel, je comprends les contestations, les problèmes, je fais l'état des lieux de la chose, on a déjà fait tout ça, on a déjà mis en place, mais il faut aller plus. Beaucoup de gens, à juste titre, j'ai écouté dans l'agroalimentaire, en Bretagne, dans certains métiers encore postés, dans l'industrie, dans le centre
de la France, les métiers aussi du soin, les éboueurs, les égoutiers. Bon, ces métiers difficiles. Ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé. C'est vrai. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème il est à 55 ou 58 ans. Alors on fait quoi? Et donc, le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Bah, celui-ci, on doit très concrètement le prendre à bras-le-corps. Parce que si on veut... Bon, alors là, c'est évidemment parler pour ne rien dire, parce que pour dire que c'est un chantier qu'il faut ouvrir et qui sera fait plus tard. Il a donné des exemples de métiers, notamment avec les sourcils froncés, comme ça. Bon, là, il était beaucoup dans le pathos, en fait, en disant ça, et c'est pour ça qu'il a encore une fois utilisé le discours direct avec « nous, on a le dos cassé », etc. Et il utilise la tournure emphatique avec « le vrai sujet, c'est ». Donc, sous-entendu, finalement, passer de 62 à 64, c'est pas le vrai sujet, et donc il va y avoir un autre chantier à ouvrir par la suite. Si j'étais là à vous dire « on a tout bien fait », vous me diriez, vous êtes un drôle de type. Alors c'est un peu ce qu'il fait. Bon, en tout cas, il anticipe presque sous une forme de prolepse ce qu'on est en train de penser, évidemment. Bon, bref. Quand il dit, on est vraiment là dans un discours presque de campagne, hein, je souhaite qu'on réengage un dialogue ou une conversation. On a je souhaite, déjà le modélisateur, qu'on réengage, ça veut dire qu'on commence quelque chose. Donc là, c'est vraiment... Peut-être à l'avenir, bientôt, faudra qu'on en parle et ça aboutira, mais du coup c'est intéressant de voir que là on est typiquement dans un discours, on a laissé de côté en fait un petit peu le sujet de départ qui était la contestation, maintenant tout de suite régler les problèmes, hein, pour l'instant. Là il propose une autre stratégie qui est d'anticiper sur l'avenir et de dire que tout ça, c'est pas le vrai sujet en fait. Donc il va hiérarchiser en disant que finalement ce qu'on est en train de faire actuellement en France, c'est de la gnognotte, hein, les manifestations et tout ça, parce qu'il va y avoir quelque chose de plus grand qui va arriver après. Vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui protestent. Et ça veut dire par là que quand ça s'exprime, c'est là aussi où une démocratie, elle doit entendre la colère légitime qui s'exprime. Voilà, on l'a, la personnification de la démocratie. Donc c'est pas je, hein, c'est la démocratie, elle doit entendre, toujours une tournure emphatique. On a fait, en 2019, la prime d'activité augmentée de 100 € au niveau du SMIC. Jamais les smicards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté depuis des décennies. Pour quelqu'un qui veut pas être réélu, il passe quand même beaucoup de temps à reprendre avec ce passé composé là, on a fait, on a commencé, il passe quand même beaucoup de temps à faire le bilan positif selon lui des décisions qui ont été prises. Moi je suis frappé et c'est pour ça que je le dis il faut beaucoup de bienveillance et d'attention et de patience. On a eu des manifestants qui ont dit nous, c'est pas la retraite le problème, on veut plus travailler du tout. Bon, ce qui est très intéressant, c'est simplement de voir qu'au début, quand on parlait de la situation actuelle, il y avait une volontaire déresponsabilisation, prendre de la hauteur, etc. Là, il est beaucoup plus engagé, en tout cas sur le plan rhétorique, au niveau personnel, avec toutes ces marques de la première personne, avec tout ça. Il est beaucoup plus engagé, même physiquement, sur la table, mais parce que là, on est justement en train d'anticiper ce qui va se passer après. Donc là, d'un seul coup, la responsabilité, effectivement, revient. Parce qu'il y a eu... Et on a cette crise dans beaucoup de pays occidentaux. On a beaucoup aidé au moment du Covid. Et donc, tout s'est un peu déréglé, les référentiels. C'est aussi pour ça que c'est plus dur de convaincre qu'il faut de la responsabilité, parce que pendant plusieurs mois, on a... C'est pour ça que c'est plus dur de convaincre, pas c'est pour ça que j'ai plus de mal à convaincre. C'est pour ça que c'est plus dur de convaincre. Payé pour pas travailler, pour protéger le pays, et... on a trouvé d'autres équilibres. Et donc le rapport au travail est plus le même. Il faut le rebâtir et redonner aussi du sens au travail. On vous entend sur les intentions, mais avec... Donc voilà, ce n'est pas des intentions, ce sont des engagements. Avec quelle la justice, majorité, le travail. D'accord. En tout cas, intention ou engagement, peu importe, là c'est tourné vers l'avenir. Et c'est pas, on n'est plus dans l'analyse de la situation du présent. Le gouvernement avec quelle première ministre? Est-ce que Elisabeth Borne a toujours votre confiance? Oui, j'ai nommé Elisabeth Borne. Elle doit ensuite avoir la confiance du Parlement. C'est là aussi nos institutions. Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe et ne laisser aucune incertitude, elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49.3, le fameux article. C'est la 100e fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. Et alors là, c'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'anaphore du pronom « elle ». Là, pour le coup, Elisabeth Borne, elle est responsable de tout. C'est-à-dire, elle a décidé, elle a fait, elle a pris... C'est impressionnant. Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui, de droite et de gauche, ou du côté de l'écologie, sont prêts sur les priorités que j'ai fixées, que je vais vous rappeler,
Et le programme de gouvernement que la Première ministre va travailler, à avancer avec elle. Peut-être au texte par texte, je ne suis pas en train de dire qu'on peut bâtir aujourd'hui des accords de gouvernement et de coalition. On ne l'a pas fait au début du quinquennat, ce n'est pas notre tradition politique. Édouard Philippe le demande. Mais par des accords. Voilà. Oui, mais je suis obligé de regarder de manière très lucide que c'est ce qu'on a tenté au début du quinquennat et ce qui n'a pas été fait. Par contre, il faut avoir beaucoup d'estime et de respect pour de nombreux parlementaires qui sont venus en soutien de son texte. Ils n'étaient pas la totalité d'un parti. C'est pour ça que je dis que c'est dur de bâtir des coalitions. Oui. Mais il y a des individualités politiques avec leurs convictions qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Mais au-delà- Et donc je souhaite que la Première ministre puisse bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir et j'espère qu'elle y parviendra. Au-delà de cet assouplissement, sur la méthode, Ok, donc bon, on a le rythme binaire tout le long là, donc c'est pas hyper intéressant, hein, tout va par deux, c'est concret et clair, les femmes et les hommes, de droite et de gauche, l'estime et le respect, d'accord? Et on a la répétition du verbe bâtir, parce qu'encore une fois, on est dans une volonté de construire l'avenir. La méthode, c'est pas tout ce que vous venez de dire. Ça, ce sont des faits politiques. Je suis en train de vous dire, en responsabilité, nous devons avancer. On doit apaiser Ça devient lourd là. et on doit rebâtir un agenda parlementaire et des Rebâtir, réformes en réengageant avec les syndicats Oui. et toutes les forces politiques qui sont prêtes à le faire. C'est de la répétition là, ça devient... y Et a donc, plus c'est grand-chose une à méthode dire. qu'on doit réengager. Il dirige la discussion, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de l'amener ici. Son objectif, c'était de pouvoir être tourné vers l'avenir. On dirait un peu les candidats du bac quand ils ont la réponse à une question et puis qu'ils tournent en boucle autour de ça ou toujours du même exemple. Donc là, on retrouve toujours les mêmes façons de parler, on retrouve le rythme binaire, on retrouve toujours les mêmes éléments rhétoriques pour être dans les engagements sur le futur. Bon, là, ça tourne un peu en rond. Alors, je sais pas si après, ça va aller mieux, mais... De nous dire que Vous savez, beaucoup de nos compatriotes aussi expriment ces peurs parce qu'ils ont peur du changement, des grands bouleversements. Ce monde est inquiétant. On a un sentiment Allez, le pathos, de c'est ça qu'on veut. déclassement parfois. Je l'entends celui-ci aussi, quand on dit on n'a plus de paracétamol, nos services publics sont de plus en plus en difficulté. C'est le ce sont résultat. les mots utilisés par Édouard Philippe. Mais c'est le L'immobilisme, résultat de c'est quoi Mais oui, mais l'assurance du déclassement, a-t-il dit. il était à mes côtés hier matin avec l'ensemble des responsables de la majorité. On voit comme la voix, même le volume, il diminue, j'ai envie de monter le son parce que là, on est tout de suite dans le pathos. Il y a plein de vocabulaire péjoratif avec difficulté, inquiétant, etc. Très bien, c'est ça qu'on veut. Ça change au moins. Pour justement mener cette concertation pour engager tout le monde. Il chuchote presque. On n'a pas le droit. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été élu en 2017 et aujourd'hui. Mais pourquoi en sommes-nous là? Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays Allez, ça remonte là. à dépenser et à ne plus produire, ou de produire de moins en moins. Nous avons, entre 1980 et 2010, avant même la crise financière, détruit 2 millions d'emplois industriels. Alors c'est génial parce qu'il emploie le nous, il dit nous avons détruit, nous avons... Il emploie le nous de manière péjorative, donc en vrai il s'inclut à l'intérieur de ça, mais en fait il parle d'un passé, d'un temps où il n'était pas là. Enfin là il reprend la posture en fait du didascalos de tout à l'heure. La bataille du plein emploi et de la réindustrialisation, c'est le cœur de la bataille. Cette société du plein emploi. Et on est en train de la réussir collectivement. Ces réussites, selon vous, l'emploi, la réindustrialisation, la baisse du Selon moi, ce sont des chiffres. du vous pouvez les chômage, vérifier, 7,2% le taux Alors de évidemment, chômage, il refuse exactement. le Pourquoi selon vous et le selon moi parce que c'est un modélisateur, encore une fois, le selon vous et le selon moi. Hein. C'est justement ce qui permet d'opposer d'un côté les faits. C'est ça, il dit ce sont les chiffres. Enfin, les chiffres, on sait très bien ce qu'on peut leur faire dire. Et puis la sélection de chiffres qu'il fait. Donc il fait comme si finalement il y avait une forme de neutralité dans ce qu'il dit. Alors qu'évidemment que ce n'est pas le cas, évidemment, et c'est pas ce qu'on lui demande. Évidemment qu'il n'est pas neutre. Mais il présente ça comme une forme de neutralité et il refuse le selon vous ou le selon moi parce que c'est un modélisateur qui justement a tendance à être plutôt du côté de l'opinion, de l'avis et non pas du fait objectif. les Français ne le perçoivent pas? Et pourquoi sont-ils en colère? D'abord, je pense qu'il faut toujours se méfier quand on dit les Français. Ah, Si les Français ne le percevaient absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an, ni une majorité relative. je sais même pas quoi en dire parce que elle est en totale opposition avec le discours qui avait été fait justement le soir de l'élection à l'issue du second tour où Macron avait plutôt dit ce résultat m'engage, j'ai conscience que toute la confiance n'a pas été gagnée, j'ai conscience qu'il y a eu un barrage, j'ai conscience qu'il y a eu de l'abstention et que finalement, en gros, je caricature mais c'est une minorité de gens qui ont voté pour moi. Et c'est intéressant de voir que là, au contraire, il renverse complètement la vapeur en disant, il commence par une subordonnée de conditions, hein, si les gens n'étaient pas contents,
il n'aurait pas voté pour moi. C'est-à-dire qu'il fait vraiment... c'est presque du déni ici. C'est-à-dire qu'il balaye d'un revers de main toute la façon dont la campagne et dont l'élection s'est passée. Il le présente comme une évidence. Hein. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça. C'est logique, hein, c'est cause-conséquence, c'est évident. Bon. Donc il y a des gens qui sont en colère, ça veut pas dire que ça veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Il y a des choses qui marchent. Faut pas... c'est pas ce qu'il voulait dire là. Il a dit le contraire de ce qu'il voulait dire. Je il vais y a peut-être allumer un encore peu la moins lumière longtemps. parce que je sais pas trop à quoi ça ressemble. Désolée si ça fait une demi-heure que vous êtes dans le noir. Bon. Donc il y a des gens qui sont en colère, ça veut pas dire que ça veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Non, il y a des gens qui sont en colère, ça veut pas dire que tout va mal pour tout le monde. C'est ça qu'il aurait dû dire, je pense. Il y a des choses qui marchent. Faut pas qu'on regarde simplement ce qui marche pas. On réengage le pays vers son avenir. Et donc moi je vais continuer de l'avenir, du d'avancer sur un réengagement, cap qui est clair. Il y a un refus de parler de Le main. plein emploi et la réindustrialisation. Je vais être clair avec vous parce que j'ai le sens justement de la démocratie et du mandat. Quand je m'exprime et que je dis ça en 2019, on a lancé les ordonnances travail que depuis 18 mois. Ça fait 6 ans maintenant qu'elles sont en œuvre avec les résultats que vous connaissez. Je m'exprime dans une société qui est à plus de 8% de taux de chômage. Le mandat que j'ai en 2017, c'est de créer un système. Il utilise le présent ici, qui est le présent, comment on pourrait dire, de narration, ou le présent historique, en tout cas un présent alors qu'il est dans le passé, pour dire voilà, à ce moment-là, c'était comme ça. Système universel des retraites, en aucun cas de bouger l'âge de départ, parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites et tous les experts disaient il n'y a pas de problème. Après cette expression que tout le monde nous resserre, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Les gens vivaient dans quel monde? On a eu le Covid, on a eu la... Mais qu'est-ce que c'est que cette... Alors il repart sur une théâtralisation folle, en se tapant la tête, en changeant d'intonation de voix, on va remettre ça, c'est incroyable. Après cette expression que tout le monde nous resserre, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Les gens vivaient dans quel monde? On a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu l'inflation. La nation a dépensé des dizaines de milliards. Enfin, nous avons un rythme ternaire, j'en attendais un depuis tout à l'heure. On a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu l'inflation, c'est ça qu'il a dit. Le rythme ternaire, c'est toujours l'élan, c'est toujours jouer sur le pathos. Donc là, on est dans le pathos. Et surtout, tous les experts disent, vous avez un problème de votre système de retraite. Avançons. Donc oui, il faut pouvoir avancer. Enfin, tous les experts disent que, alors évidemment, avec le pluriel, tous le monde, tous les experts, là c'est un argument d'autorité, hein, c'est-à-dire qu'ils convoquent, encore une fois, le fait de dire mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts. C'est cohérent. Effectivement, regardons vers l'avenir. C'est pour ça que le mandat que j'ai demandé en 2022 n'était pas celui de 2017, parce que le pays n'était pas le même. Vous nous avez présenté plusieurs... Bon, là, il a fait une démonstration, évidemment, avec... alors, c'est rigolo, parce que d'un côté, il se projette vers l'avenir, il se projette vers la France de 2030, et pourtant, il montre qu'en 5 ans, tout a été bouleversé et qu'on n'est plus dans le même monde. Chantier que vous souhaitez lancer dans les mois qui viennent, si on essaye d'être concret, quelle sera la mesure emblématique? Non, mais moi, j'ai jamais... Enfin, la société, ça marche pas avec une mesure emblématique. C'est une cohérence. Réindustrialisation, plein emploi. La France de 2030... Il faut gagner la bataille. Il n'arrête pas de répéter ça et il dit qu'il n'y aura pas de mesure phare et qu'il n'y aura pas de mesure emblématique, mais il n'arrête pas de la marteler. De l'industrie décarbonée. L'école, la santé, l'écologie. C'est ça les 3 priorités. L'école, je veux qu'à la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes des élèves. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de collèges. Ah non, loin d'être le cas. Voilà, là c'est une priorité. La deuxième chose, qu'on réponde. Aujourd'hui, le pays paraît plus fracturé que jamais. On en a parlé, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose? Est-ce que vous avez le sentiment... Alors là c'est intéressant parce que évidemment il parle de... Alors encore une fois on ne fait pas la rhétorique des journalistes, mais c'est intéressant de voir qu'il dit une question plus personnelle, est-ce que vous avez le sentiment de... Donc là il essaye encore une fois de pointer la question de la responsabilité à laquelle il a très clairement répondu qu'il n'était pas responsable. Donc on va voir si ça change en fin d'interview, mais ça m'étonne. La manière de comprendre et de parler aux Français. Non, je vais vous dire, la réforme qu'on fait est une réforme qui est très difficile. Voilà. Donc je vais vous dire, il croise les bras, il se met comme ça, il le regarde dans les yeux, donc là il essaye de prendre le ton de la confession. D'ailleurs il utilise l'adverbe intensif très, hein, ce qu'on est en train de faire c'est très difficile. Elle est très difficile, on demande un effort aux gens, c'est jamais populaire. Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres.
Et je pense que... Donc là, en fait, il joue sur le pathos et l'éthos. Hein. C'est-à-dire, il joue sur le pathos avec c'est très difficile, il faut assumer, c'est impopulaire, je vais vous le dire, je vous confie quelque chose, bon voilà. Et puis il joue évidemment sur l'éthos en disant j'assume, c'est ma responsabilité, il faut que quelqu'un le fasse. Ce qu'on a fait quand même ces derniers mois avec le Conseil national de la refondation, un engagement avec les territoires, c'est ce que je veux continuer. Moi, je vois une vitalité quand même sur le terrain. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir pour avoir une réponse concrète, pour l'école, pour la santé. Je vois des élus locaux formidables d'engagement. Et pour le maire. Donc encore une fois, il est le spectateur. Là, il reprend pour finir sa position de recul en disant je vois ceci, je vois cela. Regret. Je vous le dis, si j'en avais un, je vous le dis, il recommence à chaque fois. Quand il dit je vous le dis, hein, c'est vraiment l'idée de dire voilà, bon, allez. On est entre nous, personne nous écoute, ça sortira pas d'ici, c'est pas comme si on était sur France 2 à une heure de grande écoute à 13h et que ça allait être pris dans tous les médias de la Terre. Voilà, en toute confiance, je vous le dis. Pas réussi à avoir convaincre sur la nécessité de cette réforme. Ah, je vous le dis, si j'en avais un, c'est pas réussi à avoir convaincre sur la nécessité de cette réforme. De pas réussir à avoir convaincre, donc bon, de pas avoir réussi à convaincre. Je vis pas de regret, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime... Voilà, allez, parfait, c'est le rythme ternaire que je voulais depuis tout à l'heure, c'est un truc comme ça. Alors, on va le réécouter, parce que l'objectif du rythme ternaire, encore une fois, c'est de donner de l'élan. Et donc là, évidemment, c'est ce qu'il fait ici, en disant « je ne vis pas de regrets », avec, bien sûr, l'antithèse, hein, la construction de la phrase, évidemment, avec « je ne fais pas ça, mais je fais ça ». Qui ne me fait pas plaisir, une fois encore. Mais je vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime notre pays, nos compatriotes. Et donc, là, il y a beaucoup de vocabulaire qui est lié aux affects, hein, avec ça ne me fait pas plaisir, j'aime. Je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer, mais pouvoir surtout, jusqu'au bout, les engager toutes et tous pour faire ces transformations. C'est pas des lois, tout ce que je vous ai dit la plupart du temps. C'est de l'engagement collectif, parce qu'on a tous une part à prendre dans l'avenir du pays. Et quand on parle d'école, d'industrie, de santé, de formation, d'écologie, quelques jours après la sortie du 6e rapport... Là, on voit que c'est complètement préparé, c'est la conclusion préparée, hein, le cadre même de la caméra s'est resserré au moment où il y avait cette gradation ascendante, il y a eu un très léger zoom sur lui, on voit beaucoup moins ses mains que tout à l'heure, on est centré sur son visage, donc là, c'est le climax, c'est l'apogée, c'est l'acmé, on dirait, au théâtre, hein, parce que c'est une forme de théâtre, bien sûr, c'est l'acmé du discours. Du GIEC. On a tous une part à donner, c'est ça, ce avec vous. Et donc on va continuer les conseils de la refondation, on va continuer le travail sur le terrain, c'est aussi ça, cette nouvelle méthode. Là, c'est un texte difficile, il arrive là, il faut le faire, mais ça n'emporte pas tout. Merci, Monsieur le Président. Je suis sûr qu'on saura s'unir, se réunir pour l'avenir du pays. J'en suis convaincu. Je suis sûre, j'en suis convaincue, qu'on saura s'unir et se réunir, c'est ça qu'il a dit, hein, ou que nous saurons, je sais pas, bon bref. Donc évidemment, à la fin, c'est toujours l'élan collectif, c'est toujours comme ça que ça marche, hein, c'est l'objectif rassembleur de la fin. Je sais pas si c'était intéressant pour vous, j'ai probablement pas tout dit, en plus on est en fin de journée, la semaine en plus est difficile et compliquée, donc je sais pas si j'étais attentive à tout ce qui s'est passé autour, j'avoue que j'ai aussi pensé de temps en temps au repas que je devais préparer, et à la douche que je dois prendre et au travail que je dois préparer, que je dois peaufiner pour demain. Donc je sais pas si c'était très intéressant, très clair et très approfondi, mais j'imagine qu'en fait j'ai regardé ça comme tous les gens ont regardé ça à midi, sans avoir forcément un œil expert, hein, mais c'est-à-dire avec des moments parfois de décrochage, notamment cette espèce de ventre mou un peu au milieu, hein, où c'était un peu toujours la même chose, où c'était redondant et on avait compris qu'en fait il essayait de changer de cap. Le début était très intéressant, parce que le début c'était la volonté de se mettre à distance, de voilà, se mettre au-dessus de la mêlée, d'être en spectateur et de distribuer les responsabilités, alors soit à personne, soit aux autres. Après, on a bien compris que dans un deuxième temps, il a voulu orienter le fil de la discussion vers non pas le présent, mais l'avenir. Et puis évidemment à la fin on avait beaucoup plus de pathos et on avait beaucoup plus de gradation en rythme ternaire, ou en tout cas de rythme ternaire pour donner un souffle et un peu plus d'élan, et pour finir justement sur une note où on essaye d'emmener tout le monde. C'était construit en 3 temps en gros, hein, si je devais faire une conclusion, et c'est complètement traditionnel de fonctionner comme ça. En tout cas n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires si vous avez des choses à ajouter, à préciser, peut-être si ce format vous intéresse aussi et vous plaît, si ça vous a apporté des choses et un éclairage un peu différent. Et puis à très bientôt pour la suite des événements. Salut!